Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et merci de suivre le 13h. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone a pris part mardi à New York à la première session plénière du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette tribune qui offre chaque année l'occasion aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier mercredi au Sofitel à Abidjan, Hôtel Ivoire, à l'ouverture de la 9e édition du Business Forum de Makutano, le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Cet événement réunit des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile. Paris a suspendu depuis août la délivrance des visas pour tous les ressortissants maliens. Bamako a fait de même par réciprocité. Dans l'éducation, ces suspensions sont vécues comme une punition injuste pour les citoyens des deux nationalités, empêchés de mener à terme des projets cruciaux pour leur avenir. On en parle en toute fin de journal. Je vous le disais en titre, Tiemoko Melie-Kone a pris part mardi à New York aux États-Unis à l'ouverture et à la première session plénière du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Débat général qui s'est ouvert autour du thème central « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous ». Précision à Ouattouré. Le débat général offre chaque année l'occasion aux chefs de délégation venus du monde entier d'exprimer les points de vue de leurs États respectifs sur les grandes questions internationales d'actualité soumises à l'examen de l'Assemblée générale. Le président de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, dans sa communication à l'ouverture de ce débat, a dénoncé la faiblesse de l'action pour améliorer le sort des défavorisés, avant d'affirmer que la cause n'est pas le manque de moyens, mais plutôt le manque de volonté des pays riches. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a pour sa part plaidé pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que pour plus de justice sociale au profit de l'Afrique. Antonio Guterres estime que ce continent dépense beaucoup plus pour rembourser ses dettes que pour financer la santé de ses populations. Quant au président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, l'un des premiers intervenants à la séance plénière du débat général, il a insisté sur le renforcement du multilatéralisme pour faire un front commun face aux défis actuels. Le président américain s'est par ailleurs dit favorable à l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU, tant pour les membres permanents que pour les membres non permanents. Il faut noter que l'intervention du vice-président Tiemoko Melie-Kone à la séance plénière du débat général, au nom du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, est prévue pour le jeudi 21 septembre 2023. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone s'est par ailleurs entretenu dans la même journée de mardi avec le président de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, ainsi que vous le voyez sur ces images. Et également, il a échangé avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies, présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable, Amina Mohamed. On reviendra aux États-Unis avec Ouattouré dans nos prochains journaux. Et comme elle l'a dit, à Ouattouré, l'intervention du vice-président Tiemoko Melie-Kone à la séance plénière du débat général au nom du chef de l'État Alassane Ouattara est prévue pour ce jeudi même, 21 septembre 2023. Le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours en bref et en images, le Conseil de sécurité de l'ONU à New York a mis la guerre en Ukraine et l'invasion russe sur la table des discussions. Après un discours musclé mardi soir devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a de nouveau pris la parole hier mercredi pour plaider pour une réforme du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne le droit de veto russe qu'il accuse de bloquer l'ONU. Le chef d'État ukrainien s'est lancé dans un discours d'un quart d'heure dans lequel il n'est pas resté figé sur le sort de son pays. Il a procédé à une critique en règle de l'instance onusienne. Il a suggéré de réformer ce droit en le gelant pour les États agresseurs, par exemple. Pendant ce temps, ici, à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, vit depuis hier au rythme du forum économique Makutano. C'est Patrick Hachi qui a procédé à l'ouverture de la 9e édition de ce Business Forum, le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale qui se tient pour la toute première fois hors de la RDC. Et c'est Abidjan qui a été choisi pour l'accueillir. Des chefs de gouvernement, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé ainsi que des leaders de la société civile ont fait le déplacement d'Abidjan pour y prendre part. On voit cela dans les détails avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au Sofitel Hôtel Ivoire, le chef du gouvernement reçoit son homologue de la République démocratique du Congo. Les deux hommes prennent part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 9e édition du Makutano, le premier forum d'affaires d'Afrique centrale qui se tient pour la toute première fois hors de la RDC. Au cours de ces dernières années, le Makutano a créé un espace de dialogue franc, dynamique, audacieux entre investisseurs congolais, africains et étrangers avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé et j'ose espérer réussi à ouvrir de nouvelles pistes. Ensemble, nous avons réussi, je pense, à créer un écosystème authentique, un lieu où des rencontres, où chaque investisseur congolais, africain, peut mettre à l'honneur ses talents, ses forces, son audace et son excellence. Ce rassemblement d'acteurs économiques et politiques de haut niveau vient rassembler les talents et richesses africains au service du continent. Les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales, d'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. L'avenir du monde se joue en Afrique, de par son potentiel, sa jeunesse et le dynamisme de sa population. Et le secteur privé y a un rôle majeur. Ne passons pas à côté du rendez-vous de l'histoire. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Hachi salue la tenue de cette rencontre d'Abidjan qui porte le message de l'intérêt des gouvernements pour le secteur privé. Pour fabriquer de véritables acteurs du secteur privé forts, pour répondre aux besoins du marché national, mais être capable également de répondre au marché du continent et au-delà du monde, tous les pays ont vu leur secteur public, leurs acteurs publics marcher main dans la main aux côtés de leur secteur privé pour les aider, les accompagner, les pousser. Je voudrais clore mon propos en espérant que cette 9e édition du Makutano d'Abidjan contribue significativement au renforcement de la coopération entre mon pays et la République démocratique du Congo et plus globalement à faire avancer les échanges continentaux pour qu'advienne une Afrique forte et prospère en harmonie avec elle-même. La rencontre se poursuit par des panels et rencontres B2B jusqu'au 21 septembre. Et justement, dans le cadre de ce forum économique Makutano, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama, est à Abidjan. Il a été reçu hier à la mi-journée par Patrick Hachi et lors de leurs échanges, il a été principalement question du renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Renforcer la coopération ivoiro-congolaise. Voilà la trame de cette rencontre entre les chefs de gouvernement congolais et ivoiriens ce mercredi à la primature, en marge de l'ouverture officielle du Makutano, le forum d'affaires d'Afrique centrale. À l'occasion des Jeux de la francophonie, nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Hachi qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expériences, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui,
Dieu a permis que ces discussions puissent se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction et infrastructure, comme les finances aussi. Et nous pensons que c'est vraiment le début de grandes rencontres qui vont permettre plus d'échanges. Le Premier ministre Patrick Achi se dit confiant quant à l'impact puissant d'une collaboration renforcée entre les deux peuples. Quand on regarde effectivement le monde francophone sur le continent africain, la Côte d'Ivoire et le Congo sont certainement deux centres névralgiques essentiels qui, s'ils savent unir ce qu'ils ont en commun, sont capables de réaliser des choses importantes et faire rayonner le continent. Le Makutano, qui réunit de nombreux hommes d'affaires congolais dans le pays, refermera ses portes ce jeudi. Voilà pour le chapitre activité Premier ministre. Et si vous avez une fois pratiqué une de nos gares routières, alors vous avez forcément été, ne serait-ce qu'une seule fois, témoin d'attitudes plus qu'anormales de jeunes hommes ou femmes comme s'ils étaient sous l'emprise d'une quelconque substance, d'un quelconque stupéfiant. Malheureusement, bien souvent, c'est bien le cas. C'est d'ailleurs ce qui motive les responsables des gares routières à agir. Appuyée par la police nationale, une opération de démantèlement des sites où sont commercialisés ces produits a été initiée. Et les résultats sont parlants. Frédéric Oulaye, Abou Sanogo, Andrea Kakou. Au cœur d'Adjamé, certains petits commerces sont suspectés de faire circuler des produits prohibés, des boissons frelatées et la drogue, des substances nuisibles à la santé consommées par les jeunes. Face à la dangerosité de ces produits, la fêtière des transporteurs et la police nationale sont sur le terrain pour une opération de démantèlement. Nouvelle gare routière de la commune et ses alentours. La police nationale mène des fouilles minutieuses dans des kiosques, des petits dépôts, boutiques et maquis. Quand on a une corporation comme la nôtre, où il y a plus de 100 000 acteurs du transport, quand vos apprentis meurent devant vous parce qu'ils ont consommé des substances chimiques accompagnées de produits prohibés et ils avalent leur langue, ils tombent en transe, mais ne rien faire est un manque de responsabilité. Vous voyez des sachets d'alcool nuisibles pour la santé qu'on a pris pour analyser au laboratoire Pasteur. On s'est rendu compte qu'il y a du diluant dans l'alcool en sachet appelé Kalao. Donc ne pas l'éradiquer est vraiment une fuite en avant. À la suite de cette opération, une importante quantité de boissons frelatées et de comprimés ont été saisis. Farikou Soumaoro, maire de la commune d'Adjamé, s'engage à lutter contre la vente des stupéfiants non autorisés. Il faudrait que nous mettons un holà sur ces produits qui tendent à occasionner beaucoup d'accidents dans notre pays, surtout à l'abord des gares routières, à l'abord même des écoles aujourd'hui. Selon Adama Touré, président de la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire, ces substances proviennent de pays voisins pour transiter dans les gares routières. Cette opération de démantèlement doit se faire en amont en vue d'assainir le marché ivoirien. Il appelle à la collaboration des populations pour sauver des vies. Et parlant de produits dangereux pour notre santé, 9 enfants ont été récemment victimes de toxi-infections alimentaires collectives suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par les herbicides. C'est dans la localité de Niangban, à moins de 30 km de Boaké, région de Gbeke. Selon Dr Aka Charles Kofi, directeur de cabinet au ministère de la Santé, son département s'est empressé de dépêcher dans ce village une équipe composée de professionnels en vue de faire des investigations et de procéder à une veille communautaire. Ces propos ont été recueillis par Serge Collier. 71 cas, dont 9 décès, observés uniquement chez les enfants de moins de 15 ans. C'est le bilan du drame survenu à Niangban, dans le district sanitaire de Boaké Sud. Il s'agit d'une forte suspicion de toxi-infection alimentaire collective suite à une consommation de bouillie de maïs contaminée par des herbicides. Des prélèvements de sécrétion des patients
ainsi que des aliments consommés ont été transférés dans les laboratoires compétents pour analyse approfondie. À ce jour, 2 patients sont hospitalisés au CHU de Boaké. Ils sont pris en charge. Une équipe de veille a été mise en place dans le village pour une détection rapide des cas et le transfert immédiat au CHU de Boaké. Ces dernières années, une récurrence des épisodes de toxi-infection alimentaire collective a été notée en Côte d'Ivoire, entraînant des décès. Depuis le début de l'année 2023, 5 épisodes ont été détectés avec 131 cas, dont 32 décès. La surveillance communautaire se poursuit, ainsi que la sensibilisation des populations sur les risques liés à l'utilisation des pesticides. Alors, vigilance, faisons attention à ce que nous consommons. Le PADA, c'est le projet d'adressage du district d'Abidjan. Il s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation de l'adressage des rues et portes du district d'Abidjan, ainsi qu'à la mise en place d'un référentiel d'adressage unique autonome d'Abidjan. L'on dénombre à ce jour quelques 136 000 unités d'occupation qui sont identifiées. Et ce sont des habitations, des commerces ou encore des entreprises. Le directeur de l'adressage était hier l'invité de la tribune Tout savoir sur, une tribune du CICG que vous connaissez certainement, et Didier Nguessan était sur place pour l'écouter. Un nom de rue et un numéro. La combinaison donnera bientôt votre adresse. Les domiciles, commerces, entreprises ou toute installation durable sont désignés sous le thème d'unité d'occupation. 500 000 ont été répertoriés par les agents du projet d'adressage du district d'Abidjan et 206 000 ont fait l'objet d'enquêtes. À ce jour, des numéros ont été attribués à 136 000 unités d'occupation. Les ambitions du projet d'adressage des voies et lieux publics d'Abidjan consistent notamment à faciliter de façon durable le repérage dans la ville d'Abidjan. Il s'agit également de mettre en place un référentiel unique d'adresse. Quand on veut indiquer l'adresse, on devrait avoir une seule manière d'indiquer nos adresses dorénavant. Ce qui devrait permettre de favoriser le développement des activités économiques avec aujourd'hui le e-commerce qui se développe de plus en plus. Profiter des opportunités de l'adresse pour améliorer la gestion urbaine en matière de foncier, fiscalité et autres. Sur la base de la culture, de l'histoire et de la contribution des personnalités politiques, culturelles ou sportives, l'Université Félix Houphouët-Boigny a proposé des noms de rues. 2400 ont été validés en Conseil de ministres, de même que 32 boulevards et 211 avenues. Alphonse Nguessan précise le modèle choisi pour l'adressage. La Côte d'Ivoire a opté pour le système métrique pour la dénomination de ces voies. Si vous êtes situé à 35 mètres, on vous donne le numéro 35. Si vous êtes situé à 40 mètres, on vous donne le numéro 40. Quand on a donné l'origine de la voie et qu'on avance, toutes les maisons qui sont situées à gauche ont des numéros impairs. Et toutes les maisons qui sont situées à droite ont des numéros pairs. Les informations seront communiquées aux opérateurs de géolocalisation, de e-commerce, les prestataires de fourniture d'eau, d'électricité ou de fibre optique afin de les intégrer dans leur base de données d'ici à la fin du premier trimestre 2024. À terme, Daloa, Korogo et Yamoussoukro vont bénéficier de l'adressage, tout comme 9 pôles économiques autour de Boaké et de San Pedro, entre autres. Les élections locales en Côte d'Ivoire ont eu lieu le 2 septembre dernier. Depuis lors, les vainqueurs s'installent pendant que les localités dont certains candidats contestent les résultats attendent impatiemment la décision du Conseil d'État. Le président du Conseil régional du Folon est dans le premier cas. Il vient d'occuper officiellement son fauteuil d'élu en présence des autorités administratives et des chefs religieux et coutumiers. Eugène Atoubé, reportage. Président du Conseil régional du Folon et reconduit dans sa fonction par les populations à l'issue des dernières régionales, Cissé Sendou est investi dans le respect des procédures administratives, avec la bénédiction des imams. Ironie de l'histoire, son investiture a lieu dans les nouveaux locaux du Conseil régional du Folon qu'il a fait construire à Minignan au cours de son précédent mandat. Merci aux chefs coutumiers, merci aux imams, parce que ici, nous avons fait des campagnes apaisé en frères. Et c'est ce signal de fraternité qui est ici traduit ici aujourd'hui, avec la présence de tous les candidats ici et
de tous les conseillers issus de la proportionnelle. Je prends ici l'engagement de faire la différence entre la politique et le rôle d'agent de développement. Pour les 5 prochaines années à la tête de la structure décentralisée, le président de la région du Foulon sera aidé dans sa mission par 3 vice-présidents et 35 conseillers régionaux. Cissé Sendou est président du conseil régional du Foulon. Depuis 2013, il est à son 3e mandat. Pendant ce temps, du côté d'Oumé, dans la région du Go, on tente de sauver la forêt, car comme on dit, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. La coopérative Copatesa vient d'achever une grande opération de planting d'arbres afin de lutter contre cette déforestation qui prend de l'ampleur. De retour d'Oumé, voici le reportage de Didier Nguessan. Reboiser pour reconstituer la forêt. La coopérative Copatesa 6 à Oumé veut ainsi contribuer à réduire la vulnérabilité au changement climatique et la perte de la biodiversité. Pour ces producteurs de cacao, la forêt est l'environnement de travail qu'il faut sauvegarder face à la déforestation consécutive du changement climatique. Je dis merci à tous parce que depuis fort longtemps, on constate qu'il y a la déforestation qui vient. Donc, il faut faire face à ça. Donc, c'est pour ça que la coopérative a initié cette action pour pouvoir reboiser. En 5 ans, la coopérative a planté 17 000 arbres. Elle vient d'acquérir une parcelle de 3 hectares qui sera transformée en forêt privée. Cette prise de conscience-là, ça doit être au niveau de toutes les structures qui travaillent dans l'agriculture. Parce que sans forêt, je ne pense pas que l'agriculture aura un avenir. Nous demandons à toutes les autres coopératives d'en faire de même. Dès les années 1960, on avait plus de 16 millions d'hectares. Actuellement, on a moins de 3 millions. Donc il faut travailler, reboiser pour inverser la tendance. Donc cet acte s'inscrit vraiment dans la politique de la vision du ministre des Eaux et Forêts. Les agents des Eaux et Forêts et de la SODEFOR ont expliqué le phénomène de la déforestation et des solutions trouvées en milieu rural pour réduire son impact. De retour d'une mission dans le pays profond et en traversant Gagnoa, chef-lieu de cette même région du Go, notre reporter Victorine Yao Yoboué a été frappée par une scène qu'elle a tenue à nous relater. Une folle ambiance dans des bistrots, des troquets, autour d'une boisson faite à base de jus de palme. Une boisson qui s'appelle Bonji et qui, vous allez le voir, a beaucoup de succès auprès des populations. Je m'arrête là, allons à Gagnoa. À l'entrée de Gagnoa, des hommes assis à même le sol dans un espace vert. À quelques mètres d'eux, d'autres hommes sous une paillote. Presque tous tiennent de grands gobelets remplis à ras-bord d'un liquide blanchâtre, le vin de palme. En Côte d'Ivoire, le vin de palme, c'est le Bonji. Je suis un vrai consommateur de Bonji local, sans produit. Ici, c'est du pur. Un bon gourou, c'est du bon Bonji, on boit. Un bon baoulé, du bon Bonji, on boit. Donc, on suffit. Il faut consommer, il varie. C'est du Bonji blanc, on vend ici. Il n'y a pas de bière ici, ni koutoukou. L'ambiance conviviale dans ces bistrots ne se raconte pas. Ça se vit, disent les adeptes, qui répondent toujours présents à la descente du boulot. Je suis quitté au travail. Chaque soir, je passe ici en consommant la boisson pour rentrer à la maison. C'est ce qui m'inspire le plus. Tout le monde se regroupe ici. Il n'y a pas seulement Bété, seulement. Il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a Wobé, il y a Yakouba, il y a Djoula. On vient tuer le temps. Mais l'homme peut aller faire son... Il peut aller mieux son ciment. Quand il vient, s'il est fatigué, il prend son gobelet et ça le suffit. Et puis donner rendez-vous aussi à son ami ici. Et puis tout le monde se croit ici. C'est ainsi on dit le sans-loi. Il n'y a pas que les hommes qui sont friands du Bonji. Un insecte l'apprécie au point d'élire domicile dans le gobelet des convives. C'est une bête au pays baoulé, on appelle ça le kolongoli. C'est une bête qui est dans la boisson, qui va au palmier aussi comme nous. Voilà. Et lorsqu'il tombe dans le Bonji, après avoir duré dans le Bonji, il se saoule. Voilà. Mais ça ne fait pas dire que le kolongoli est mort. Voilà. Une fois qu'on le retire du Bonji, quelques minutes après, le kolongoli se réveille. Ça dit que la dose qui est en lui est finie. Avec le Bonji, vendeurs et clients sont sûrs de faire de bonnes affaires. Un gobelet fait 200 francs. Par le pays, c'était 150 francs le gobelet, mais maintenant 200 francs. On fait avec, quand on boit, on est à l'aise. Dans le global ici,
Des fois, on peut avoir au moins 80 à 100 litres. 1 litre de gobelet, je fais à 200. Il y a certains clients qui arrivent, comme les moyens ne sont pas au bon fils, ils demandent de servir pour 100 francs. Donc, le même gobelet d'1 litre, on sert pour 100 francs dedans. Il y a des jours où ça marche, tu peux gagner 7 000, 8 000. Quand ça ne marche pas, au lieu de transporter pour te retourner, tu donnes aussi à tes amis. C'est une bonne activité. Ça nourrit son homme. J'ai réalisé ma petite cabane au campement. Une maison de 2 chambres salon. Si l'on a un petit creux, pas besoin d'aller bien loin. Des femmes proposent un peu de soupe à proximité. Mon nom principal, c'est Maman Leke. Quand tu dis les produits au grand marché, c'est Maman Leke. C'est moi. La nourriture que je vends, ça plaît à tout le monde. Quand je ne suis pas là, les gens pleurent. Avec une telle ambiance, personne ne voit la nuit tomber sur Gagnoa. Sachez toutefois que le vin de palme est une boisson alcoolisée, à consommer donc avec modération. C'est bien dit, Victorine Yaoyoboé, c'est à boire avec modération. L'abus est forcément dangereux pour votre santé. Justement, pour votre santé, on a du sport dans ce 13h, du foot tout d'abord. Et c'est à Ara, région du Morono, dans l'est du pays, que je vous emmène. La ville a abrité récemment la grande finale du tournoi des moins de 15 ans, doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Les grands vainqueurs de cette deuxième édition sont les joueurs du quartier lycée. D'autres précisions avec notre correspondant Herman Niamie. Après 1 mois et demi de compétition, la finale du tournoi des U15 doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara a opposé l'équipe du quartier lycée à celle du quartier Iwanou. Ce tournoi, qui a sa deuxième édition à Ara, selon la première magistrate de la commune, vise à occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires et aussi à déceler des talents parmi les participants. C'est une initiative de la première dame qui a bien voulu sélectionner la commune d'Ara comme bénéficiaire de ce tournoi. Nous avons eu la première édition qui s'est très bien passée. Cette année encore, malgré la période de campagne électorale, tout s'est bien passé et nous sommes à la finale et nous disons merci à la première dame. Au thème du temps réglementaire, les deux équipes qui ont livré un beau jeu n'ont pas pu se départager. Le match a pris fin sur un score de 0 but partout. C'est donc au tir au but que l'équipe du lycée FC en bleu l'a emporté par 3 tirs contre 2 pour le FC Iwanou. Ça me fait très plaisir de participer à ce tournoi et pour remporter, ça me fait très plaisir. Ça a été très difficile, mais c'est l'effort. L'année prochaine, on gagne encore. Le lycée FC, l'équipe victorieuse, a reçu une enveloppe de 500 000 francs CFA, plus un trophée et un jeu de maillot. L'équipe classée deuxième est repartie avec une enveloppe de 300 000 francs CFA, plus un jeu de maillot et un ballon. Le meilleur joueur et le meilleur gardien du tournoi ont également reçu des présents. On continue avec le sport, du cyclisme à présent. La 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la réconciliation, se poursuit. Les coureurs s'affrontaient hier sur l'axe Yamoussoukro-Daloa et comme cela devient leur habitude, les éléphants cyclistes ont encore remporté une victoire. Une de plus pour le bonheur des nombreux supporters présents sur place. Témoignage Salif Ouattara, Barnabé Conan, RTI Sport. Sur l'axe Yamoussoukro-Daloa, les éléphants cyclistes avaient un double enjeu. Conserver le maillot jaune de leader et remporter cette étape de 136 km. Le capitaine Abou Sanogo et le maillot jaune Traoré Souleyman vont s'y atteler en maintenant une vitesse moyenne avoisinant les 40 km/h tout le long du parcours. Le peloton reste ainsi groupé jusqu'à l'entrée de Daloa où les baroudeurs se lancent pour l'arrivée au sprint. Solide dans les enjambées, Abou Sanogo franchit le premier la ligne d'arrivée en 3h42 minutes 27 secondes. Bonus, Traoré Souleyman conserve son maillot jaune de leader au classement général. C'est une victoire collective, je suis très content pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il découvre également Daloa, la belle cité des antilopes. Donc c'est toute une bonne occasion de retrouvailles, de rassemblement et ça anime notre ville également. Représentant le ministre Mamadou Touré, parrain de l'étape Yamoussoukro-Daloa, Yaya Silla, premier adjoint au maire de Daloa, a promis un accueil grandiose à la caravane pour l'édition 2024 qui marquera les 30 ans d'existence du Tour cycliste de Côte d'Ivoire.
Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Paris a suspendu depuis août la délivrance de visas pour tous les ressortissants maliens. Bamako a fait de même par réciprocité dans la foulée. Et depuis, cette suspension pénalise tous ceux qui devaient voyager d'un pays à l'autre dans tous les secteurs d'activité. Dans l'éducation, particulièrement touchée, ces suspensions sont vécues comme une punition injuste pour les citoyens des deux nationalités, empêchés de mener à terme des projets cruciaux pour leur avenir. Plusieurs dizaines d'étudiants maliens sont donc concernés, même si aucun chiffre précis n'a pu être fourni ni par l'ambassade de France à Bamako, ni par le ministère français des Affaires étrangères. Merci de nous suivre, merci de votre confiance. On se retrouve dimanche pour le Grand Journal.